Dakar, octobre 2013. Il était 17h22 ce jour-là. Le soleil tapait encore fort sur les vitres du ministère de l'Intérieur, mais au sous-sol, le temps semblait figé. L'air y était épais, chargé de cette odeur que seuls les vieux papiers savent libérer. Un mélange de moisissures, d'encre effacée et de secrets trop longtemps gardés. Ousmane Sembène, 42 ans, agent d'archivage depuis bientôt 15 ans, se tenait seul dans la salle 6B. Pas un bruit, juste le ronronnement fatigué du ventilateur au plafond. Sa vie était comme ce lieu, discrète, bien rangée, presque oubliée. Grand Yoff, 2 enfants, une femme institutrice, une routine bien huilée. Il arrivait à 8h, rentrait à 18h, priait, mangeait, dormait. Jamais un écart, jamais un mot de trop. Il avait appris à ne pas poser de questions. Mais ce jour-là, quelque chose l'avait troublé. Alors qu'il triait un vieux lot de documents estampillés « Réorganisation post-électorale 2000-2005 », une pochette grise tomba derrière une armoire métallique. Froissée, sans numéro de référence, presque cachée. Il hésita. Ce genre de dossier non référencé, il n'en voyait qu'1 ou 2 fois par an. Généralement, il les rangeait sans les ouvrir, par prudence, par habitude. Mais là, sur la couverture usée, un simple mot manuscrit en lettres capitales attira son attention. Opération Aline Citeaux, niveau 4, à ne jamais divulguer. Il regarda autour de lui. Personne. Il ferma la porte. La caméra de surveillance était hors service depuis des mois. Il le savait, c'est lui qui gérait la maintenance des stocks. Il s'assit et ouvrit. Ce qu'il découvrit n'avait rien à voir avec les dossiers habituels. Il y avait des photographies, certaines en noir et blanc, d'autres en couleur délavée, des rapports de mission, des échanges manuscrits entre des hauts responsables, certains encore en poste. Et surtout, une liste de noms. Des noms qu'il connaissait, des disparus, des accidents inexpliqués, des figures politiques et militaires devenues invisibles subitement entre les années 80 et début 2000. Son cœur s'arrêta net lorsqu'il reconnut un nom, Ibrahima Sembène, son oncle, porté disparu en 1984 à Bignona lors d'un voyage vers la Casamance, un drame que sa famille n'avait jamais vraiment digéré, mais qu'ils avaient fini par enterrer. On avait parlé de bandits, d'un accident de voiture, peut-être même d'un départ volontaire, mais jamais on n'avait évoqué ce qu'il lisait là. Sembène Ibrahima, statut éliminé, risque de fuite d'informations stratégiques, priorité DS, éliminé, par qui, pourquoi, quel risque? Et surtout, c'est quoi? Priorité DS. Ousmane sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il relut la phrase 10 fois, puis tourna la page. D'autres noms, d'autres annotations similaires. Il compta. 13 personnes. Tous disparus. Tous officiellement perdus de vue. Il referma le dossier avec précaution. Il respirait fort. Très fort. Il attrapa sa clé USB dans son sac, la connecta à l'ordinateur de service et scanna chaque page, une par une, sans trembler. Puis il effaça toute trace de son passage, éteignit la lumière et remonta à la surface comme un homme qui vient de plonger trop longtemps. Cette nuit-là, à Grand Yoff, il ne dormit pas. Il fixait l'écran de son ordinateur. Le dossier s'ouvrait encore et encore, et avec chaque lecture, un sentiment montait en lui. Il ne pouvait pas garder ça pour lui. Mais à qui faire confiance? Et s'il devenait la prochaine cible? Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il venait de réveiller un fantôme que l'État n'avait jamais eu l'intention d'exorciser. 2 jours sont passés. Ousmane ne sort plus sans regarder derrière lui. Il a l'impression que les lampadaires l'observent, que les taxis s'arrêtent trop longtemps à ses côtés, que les rideaux de certains kiosques bougent sans vent. Il n'a parlé à personne, pas à sa femme, pas à ses collègues. Mais son instinct ne lui ment pas. Quelqu'un sait qu'il sait. Dimanche matin. Il quitte sa maison de Grand Yoff à pied direction la mosquée. Mais il change de chemin au dernier moment. Il ne sait pas pourquoi. Par peur. Il passe devant un mur où traînent d'anciens graffitis politiques. Là, entre 2 affiches d'un candidat aux législatives de 2007, quelque chose attire son attention. Un graffiti discret en lettres rouges, DS veille, parle, tu meurs. Son cœur se serre, il est sûr de n'avoir jamais vu ça là. Et pourtant, la peinture est sèche. Il continue sa marche, rentre chez lui, s'enferme. Ce soir-là, à 21h17, son téléphone fixe sonne. Il n'a pas sonné depuis 2 ans. Personne n'a ce numéro. Personne. Sauf les services internes. Il décroche. Rien. Silence.
Puis une voix grave, presque robotique, lâche juste 3 mots. Repose le dossier. Et raccroche. Ousmane n'a jamais eu peur comme ça. Il éteint son téléphone portable, retire la batterie. Il récupère sa clé USB, sort de chez lui, monte dans une vieille voiture qu'il n'a pas démarrée depuis 6 mois. Il roule, sans destination. Il croise la VDN, bifurque vers Wakam, descend jusqu'au phare. Là, face à l'océan noir, il coupe le moteur. Il reste silencieux, seul, le vent souffle. Les phares des voitures en contrebas semblent flotter dans le vide. Il pense à son oncle, à son père qui n'a jamais surmonté cette disparition, à sa mère qui priait chaque soir sans jamais poser de questions. Et puis une question le frappe de plein fouet. Et si tout ça était un piège? Et si ce dossier avait été placé là exprès? Mais le lendemain, il reçoit un email anonyme sans texte, sans titre. Juste une pièce jointe, un scan, un article de presse, jamais publié, un brouillon daté de 2005. Titre barré au stylo rouge, l'opération Aline Sito, le Sénégal face à disparition d'État. Auteur. Ousmane fronce les sourcils, il connaît ce nom. C'était une jeune journaliste prometteuse, une femme brillante, engagée, portée disparue à Rufisque en 2006, jamais retrouvée. Il tape son nom dans Google, rien. Aucune photo, aucun article, comme si elle n'avait jamais existé. Mais lui, il se souvient. Elle était passée dans une émission télé un jour. Elle parlait de vérités cachées dans les caves de l'État. Personne ne l'avait prise au sérieux à l'époque. Et maintenant, voilà qu'elle ressurgit dans sa vie, par un simple fichier, par une simple note. Cette nuit-là, il ne dort pas. Il imprime tout. Il commence un cahier secret écrit à la main. Il ne veut pas dépendre des machines. Il décide de retrouver qui était Fatou Ndao et de comprendre ce qu'elle avait découvert avant de disparaître. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'en cherchant Fatou, il va remonter un fil qui mènera bien plus loin qu'il ne l'imagine. Un fil qui liera des militaires, des juges, des hommes de foi et même une ONG étrangère très influente. Dakar, lundi 28 octobre 2013. Le vent souffle fort ce matin-là. Pas le vent de bord de mer, pas celui des plages ou des rues animées. Un vent sec, nerveux, le genre de vent qui semble vous chuchoter « tu n'aurais pas dû fouiller ». Ousmane ne va pas au travail ce jour-là. Il pose un faux congé. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. S'il attend, ce dossier va lui échapper. Ou pire, disparaître avec. La piste de Fatou Ndao est tout ce qu'il a. Il commence par son ancien lieu de travail, le Quotidien Indépendant, un journal fermé depuis 2008 après un mystérieux incendie. Il se rend sur l'ancien site à Sacré-Cœur. Il n'y reste qu'un immeuble en ruine, tagué, avec des carcasses de chaises renversées. Mais à l'étage, une pièce semble intacte, fermée, mais pas condamnée. Il crochette la serrure. Il entre. Au milieu de la pièce, une vieille armoire métallique rouillée. Il l'ouvre. À l'intérieur, des dossiers calcinés, mais au fond, entre deux couvertures brûlées, un carnet noir intact, protégé par une pochette plastique. Sur la couverture, à l'intérieur, des notes, des noms, des lieux, des initiales, des sigles. Mais tout est codé. Ousmane n'y comprend rien. Sauf une chose, une page centrale marquée par un signet rouge. Un mot est écrit en lettres capitales, sans code, fouillé Pikine, derrière l'école Al Maktoum, entrepôt 6. Il recopie tout et quitte les lieux. Il décide d'y aller le jour même, direction Pikine-Est. La ruelle est étroite, poussiéreuse. L'école est là, délabrée, presque à l'abandon. Derrière, un alignement d'entrepôts, tous fermés. Le numéro 6 est le seul sans cadenas. Il pousse la porte, elle grince. L'intérieur est sombre, silencieux. Des cartons, des vieux bancs d'école, de la poussière. Et puis, derrière une pile de chaises, il voit une valise en métal. Il la tire, l'ouvre. À l'intérieur, des enregistrements, des cassettes audio, des cassettes mini-DV, et surtout, une disquette. Ousmane est sidéré. Qui utilise encore des disquettes, mais dessus, un mot écrit au marqueur, dossier complet à faire publier. Il prend tout. Rentre chez lui. Ce soir-là, il appelle un ancien camarade de fac, Moussa Ken, un geek devenu technicien informatique à l'université Cheikh Anta Diop. Un garçon discret, un peu parano, mais loyal. Tu peux lire une disquette de 1995. Une disquette? Waouh, ça date. Mais je crois que j'ai encore un lecteur. Pourquoi? Je crois que j'ai trouvé un truc immense. Il se retrouve la nuit même dans un cybercafé fermé près du campus, dont Moussa garde une clé. Il branche le lecteur. Le fichier s'ouvre, lentement. Et là s'affiche une page Word vieille de 20 ans.
Des dizaines de paragraphes, un rapport complet, titres, sous-titres, citations, témoignages, une mise en page préparée pour un article, mais jamais publiée. Titre: Opération Aline Sito, quand l'État sénégalais efface ses enfants. Auteur: Fatou Ndao et anonyme. Extrait. Depuis 1986, un programme secret sous le nom de code AS a permis l'élimination ciblée de figures civiles et militaires considérées comme incompatibles avec la stabilité du régime. Ce programme, piloté par la cellule DS, est actif à Dakar, Ziguinchor et Saint-Louis. Ils n'en croient pas leurs yeux. Fatou Ndao avait tout, mais elle avait été arrêtée, avant de tout révéler. Ousmane comprend que ce qu'il tient n'est pas un simple scandale, c'est un séisme, un complot à l'échelle nationale, et son oncle n'était qu'un nom parmi tant d'autres. Mais à 2 heures du matin, en sortant du cyber, il aperçoit une silhouette garée un peu plus loin. Feux éteints, vitres teintées, moteur qui ronronne. Il comprend que le compte à rebours a commencé. Le lendemain, Ousmane est assis dans une sandwicherie de plateau, devant une omelette froide et un café intouché. Il a à peine dormi. Dans sa poche, une copie cryptée du dossier AS, rangée sur une deuxième clé USB. Il a compris qu'il fallait doubler tout, prévoir chaque plan. Il est traqué. Mais aujourd'hui, il veut passer à l'action. Il veut publier, rendre ça public, obliger le pays à regarder son propre passé dans les yeux. Il pense d'abord à Adama Lo, un journaliste d'investigation respecté, connu pour son franc-parler. Il écrit dans L'Œil du Peuple, un média numérique en pleine ascension. Ousmane parvient à obtenir un rendez-vous par l'intermédiaire de Moussa, qui connaît quelqu'un dans la rédaction. Ils se rencontrent dans un café discret aux Almadies. Adama arrive en retard, lunettes de soleil, voix calme, carnet à la main. « Alors, on me dit que tu as quelque chose d'énorme. » Ce n'est pas quelque chose, c'est tout. Ousmane sort la clé USB, pose un dossier imprimé. Adama lit quelques lignes, s'arrête, relit. Son visage change, il devient pâle. « Tu sais ce que tu es en train de faire là ?» Ousmane acquiesce. « Je ne veux pas mourir, mais je refuse de me taire. Mon oncle est là-dedans, et bien d'autres. » Adama reste silencieux, il ferme le dossier, puis doucement, il dit « Écoute, j'ai déjà entendu parler de ce genre de truc, mais là, tu touches quelque chose de bien plus profond que tu crois. DS, c'est pas une cellule comme les autres, ce sont les chiens de garde de l'État. Tu publies ça, tu ne réveilles pas des morts. Tu ouvres un cercueil encore occupé. » Ousmane insiste. Il veut que ce soit publié, anonymement s'il le faut. Juste que les gens sachent. Mais Adama refuse, pas par lâcheté, par survie. « Tu crois que je n'ai pas vu des amis disparaître? Des sources accidentées? Moi j'ai une famille. Je veux vivre, pas être un martyr. » Il lui rend la clé USB. « Se lève. Mon frère, si tu continues, fais loin et surtout fais vite. Il te regarde déjà. » Ousmane reste seul, amer, même les journalistes, même eux, se taisent. Mais alors qu'il s'apprête à rentrer, son téléphone vibre. Un message. « Fatou me parlait aussi, je peux t'aider. » 22h30. Pont de Anne, il reste figé. Quelqu'un d'autre connaissait Fatou Ndao? Quelqu'un d'autre veut parler? Mais est-ce un piège? Un leurre? Puis décide d'y aller. 22h27. Ousmane gare sa voiture près du vieux pont de Anne. Le lieu est désert. Le vent souffle. Des chiens errants aboient au loin. Il avance. Une silhouette sort de l'ombre. Une femme. Manteau noir, capuche, masquée. « Tu es Ousmane ?»« Oui. » Elle tend une enveloppe. « Fatou m'avait dit que si elle disparaissait, je devrais trouver le suivant. C'est toi. » Elle recule. Dans l'enveloppe, une piste. Le seul endroit où tout est encore intact. Mais tu dois être prêt, car si tu ouvres cette porte, elle s'arrête. Tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Puis elle disparaît. Ousmane reste là, l'enveloppe entre les mains. Dedans, une carte ancienne, un plan et un simple mot « Centre DS Dakar Plateau, Bunker 14 ». Dakar Plateau, mardi 29 octobre, 4h12 du matin. Le centre-ville dort encore, mais pas Ousmane. Il est là, vêtu d'un sweat à capuche noire, sac en bandoulière, une mini-caméra dissimulée dans un bouton et la carte du Bunker 14 repliée dans sa poche. Il a analysé chaque point, chaque ruelle, chaque entrée. Tout indique un lieu oublié, quelque part entre l'ancien bâtiment de l'administration coloniale et les anciennes caves de la direction des archives nationales. Un lieu qui n'apparaît sur aucun plan officiel.
un lieu enterré sous les fondations mêmes du pouvoir. Il passe par une ruelle étroite, glisse entre deux murets, contourne un terrain vague gardé par un vieux berger sénégalais qui somnole, puis il la voit, une porte en métal, presque fondue dans le mur. Pas de poignée, juste un code rouillé à chiffres. Il essaie une date. Chine 984, celle de la disparition de son oncle. Bip. Verrou vert. La porte s'ouvre lentement. L'air à l'intérieur est glacial. Il descend un escalier en colimaçon éclairé par une lumière rouge d'urgence. Il compte les marches. 36, puis un couloir. Il avance, chaque pas résonnant comme un tambour dans un tombeau. Au fond, une salle, des dossiers empilés, des vieux moniteurs. Un générateur ronfle faiblement. Et sur un mur, peint à la main, DS, direction souterraine. Il filme tout, doucement. Ses mains tremblent. Puis dans un casier métallique, il découvre un autre carnet. Celui-ci n'est pas codé. Il contient des aveux, signés, de hauts gradés, d'anciens ministres, des juges. Nous avons autorisé la neutralisation d'éléments instables pour la sécurité nationale. Fatou Ndao a découvert notre réseau, ordre donné de l'effacer. Samben Ibrahima n'était pas une menace, mais il a trop entendu. Il fallait le faire taire. Ousmane tombe à genoux. Son oncle n'avait rien fait. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais soudain, un bruit. Des pas. Il coupe la caméra, cache la clé USB dans sa chaussette, se plaque contre le mur. Deux hommes entrent. Habit civil, mais oreillettes, bras musclés, fusil dissimulé dans une veste. L'un dit « Tu crois qu'il viendra ?» L'autre « Sûr. C'est le genre de gars qui croit encore à la justice. » Ousmane retient son souffle. Il fouille. Ils savent. Ils cherchent quelqu'un. Lui. Mais le destin joue en sa faveur. Une alarme s'enclenche dans le bâtiment d'en haut. Une fausse alerte? Un miracle? Les hommes remontent en courant. Ousmane en profite. Il rampe, glisse dans un conduit latéral, s'échappe par une bouche d'aération, sale, blessé, essoufflé. Il remonte à la surface comme un mort vivant. Le jour se lève sur Dakar. Mais pour lui, plus rien ne sera jamais comme avant. Il rentre chez lui, brûle ses vêtements, cache la clé USB dans la doublure d'un tableau et prend une décision. Il va envoyer tout ça à l'étranger, là où personne ne pourra étouffer ce dossier. Il va tout faire sauter. Mais il ne sait pas que quelqu'un l'a filmé et qu'au moment même où il entre dans sa maison, une photo de lui, clé USB en main, circule déjà sur un téléphone crypté dans un bureau quelque part à Kolda. Dakar, mercredi 30 octobre, 9h12, Ousmane n'a pas fermé l'œil. Il a verrouillé toutes les fenêtres, coupé le courant, caché son téléphone dans une boîte métallique. Il sait que chaque vibration, chaque bruit, chaque lumière peut être un piège. Mais il a un plan, simple, direct, fuir. Il connaît quelqu'un à l'aéroport, Idrissa, un ancien camarade devenu agent de sécurité à Blaise Diagne. Un gars discret, loyal et surtout redevable. Il lui envoie un message codé via une vieille adresse email oubliée. Besoin de voir le ciel, frère. Urgent, comme en 2001. Le message est clair. En 2001, ils avaient fui une révolte étudiante ensemble. Cette fois, c'est une autre guerre. Idrissa répond quelques heures plus tard. Ce soir, 23h10, Terminal 2, porte technique. Pendant la journée, Ousmane prépare tout. Il vide son compte bancaire, prend l'essentiel, la clé USB, le carnet de Fatou, le disque de sauvegarde de Moussa, et surtout une adresse, un contact à Berlin. Une journaliste sénégalaise en exil, amie de Fatou. Elle est la dernière pièce du puzzle. Mais vers 18h, alors qu'il s'apprête à quitter Grandioff, un événement change tout. Il entre dans une boutique pour acheter une carte SIM. Sur l'écran du téléviseur, avis de recherche, suspect lié à des activités anti-étatiques. La photo qui s'affiche est floue, prise de haut. Mais c'est lui. Lui. Avec la clé USB en main. Ils l'ont déjà diffusée. Il regarde autour. Le vendeur a levé les yeux. Une femme sort précipitamment. Il est grillé. Il court, rentre, change de vêtements et là, il voit sa porte entr'ouverte. Il l'avait pourtant fermée. À l'intérieur, le silence. Mais dans sa chambre, son matelas a été tranché au couteau. Son ordinateur éventré. Un mot écrit au feutre rouge, collé sur le miroir. « Tu ne partiras pas ». Il ne réfléchit plus, il court, prend un taxi, change 3 fois de véhicule. Fait un détour par Yumble pour brouiller les pistes. Il arrive à l'aéroport à 22h46, terminal 2, porte technique, personne. Il attend, il tremble, il sue. Puis enfin, Idrissa apparaît. Casquette, badge, sac à dos. Viens.
j'ai 10 minutes, pas plus. Il traverse les couloirs de service. À 2 mètres de la porte d'accès au tarmac, Idrissa s'arrête, regarde derrière lui, puis sort un badge rouge, un sésame. Mais au moment d'ouvrir, une voix retentit dans son oreillette. Code rouge, code rouge, cible identifiée, bloquer toute issue. Le regard d'Idrissa change. Il blêmit, court. Ousmane n'attend pas, il s'élance, coupe à travers les couloirs, escaliers. Sorti de secours, il entend des pas, des ordres criés, des talkies qui hurlent. Il bondit dans un monte-charge, tape sur le bouton, bloqué. Il grimpe à l'étage, traverse une salle technique, se cache dans un local de maintenance. Bruit de pas, silence, une lampe torche. Quelqu'un entre, s'arrête, regarde autour, puis repart. Ousmane reste immobile, respire, compte les secondes. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Quand il est sûr qu'il est seul, il sort. Il ne prendra pas l'avion. Il ne quittera pas le Sénégal. Pas encore. À l'aube, il rejoint Moussa dans une maison abandonnée à Rufisque. Là-bas, il pose la clé USB sur la table et dit « On va faire une copie et on va la faire sortir. Même s'il faut passer par les réseaux souterrains, par les activistes, par les exilés, même si on doit y laisser nos noms, nos vies. » Moussa hoche la tête. Il sait que le combat ne fait que commencer. Rufisque, jeudi 31 octobre, 8h07. Une vieille maison abandonnée, plafond fissuré, fils électrique à nu. C'est là que Moussa a installé son équipement de fortune. 3 ordinateurs portables, une batterie externe, des câbles volés à droite à gauche. Ousmane dort à peine. Ousmane dort à peine. Il a l'œil sur chaque fenêtre. Chaque bruit dehors est fatal. Objectif, transmettre le dossier à l'extérieur du pays. Mais pas par mail, pas par clé USB postée. Il faut un tunnel, une connexion masquée, une route obscure que même les services secrets peinent à tracer. Moussa connaît une solution, un ancien réseau de journalistes en exil, basé entre Berlin, Bamako et Tunis. Il s'appelle la Ligne Noire. C'est eux qui ont fait fuiter les écoutes de Tambacounda en 2009. C'est eux qui ont publié les documents sur les prisons illégales à Ziguinchor. Mais les contacter, c'est signer un pacte invisible. Il faut donner un nom, une preuve et parfois un sacrifice. Le soir même, ils envoient un message crypté à travers le dark web utilisant un ancien relais à Lomé. Quelques heures plus tard, une réponse s'affiche. Parle, tu as 60 secondes, une fois. Code Ma Ariam. Ousmane enregistre une vidéo de 58 secondes. Il parle vite, précis, montre des pages, des visages, des documents et finit par un appel. Je ne suis pas un héros, je suis un citoyen. Def, mon nom est Ousmane Sambène. Si je disparais, que ce dossier vive. Faites-le vivre. La transmission est lancée, mais à Dakar, à ce même moment, dans un bureau discret, quelqu'un regarde l'enregistre, le connaît bien. Moussa reçoit un appel inconnu à 1h12 du matin. Une voix synthétique. On sait ce que vous avez fait. Vous avez 48 heures avant qu'on vienne chercher ce qui vous reste. Il raccroche. Son visage est blanc. Il n'a jamais entendu cette voix, mais elle savait. Ils ont intercepté le relais. Et alors qu'il tente de planifier la suite, de préparer une cachette dans le saloum, une révélation tombe. Sur l'un des fichiers récupérés par Ousmane, un tag numérique est repéré. Une sorte de signature. Moussa la décrypte. Et là, un nom s'affiche, un pseudonyme. Mais Moussa le reconnaît tout de suite. Le pseudo appartient à un de leurs plus anciens camarades de fac, un militant, un frère d'armes. Un homme qui se disait du côté du peuple. Mais Benil M travaille aujourd'hui pour le Bureau 9, une division de l'État connue pour sa traque des éléments perturbateurs. Et pire encore, c'est lui qui avait présenté Ousmane à Fatou Ndao en 2006. Tout c'est clair, il était là dès le début. C'est lui qui les a surveillés. C'est lui qui a livré Fatou. Ousmane s'effondre, il crie, frappe le mur, je lui ai tout dit, tout. Moussa, les mains dans les cheveux, murmure. On est mort, Ousmane, s'ils savent où on est. Mais Ousmane se relève, les yeux rouges, la voix grave. Alors il faut publier maintenant. Pas demain, pas dans 48 heures. Maintenant, même si on explose avec. Rufisque, vendredi 1er novembre, 03h14 du matin. La ville dort, les lampadaires grésillent, les chiens errants gémissent. Mais dans une maison décrépite, 2 hommes veillent, Ousmane et Moussa. Et ce soir, ils vont faire tomber le mur. Ils n'ont plus d'alliés. Benil Emel les traque. Les lignes sont surveillées. Le relais numérique de Lomé a été coupé. Il reste une seule option,
publié tout sur un serveur clandestin basé au Brésil, accessible uniquement via un ancien protocole pirate, une faille numérique oubliée. Un risque fou, mais le seul qui reste. 03h22. Moussa lance la séquence. Chaque fichier du dossier Samben est compressé, encrypté, camouflé sous des noms anodins. Le système passe par 3 relais. Abidjan, Caracas, Recife. Une erreur et tout explose. Une déconnexion et le transfert est mort. 3h46, 99% atteint, un bruit dehors, des pas, un Ousmane retient 100%. Transfert terminé, la vidéo, les documents, les photos, le carnet de Fatou, le scan du bunker 14. Tout est maintenant sur un lien public, prêt à éclater. Mais au même moment, une grenade fumigène est lancée dans la pièce. Des hommes armés défoncent la porte. Ousmane saute derrière la table. Moussa bascule l'ordinateur dans un sac. Il s'enfuit par une trappe préparée à l'avance. Un couloir de ciment, creusé sous le sol, relié à un vieux garage à 400 mètres. Des balles ricochent dans les murs. Ils courent. 04h23. Ils arrivent dans le garage, une voiture les attend. Un jeune activiste les y attend. Sheikh, membre des anciens Ndigel Diomaye, un réseau dissous. On vous emmène à Toubacouta. Là-bas, personne ne vous trouvera, mais vous devez disparaître. Ousmane regarde Moussa, il ne veut pas fuir. Il veut le voir, le peuple, lire le dossier. Mais avant de partir, il s'arrête une dernière fois à Dakar. Juste assez longtemps pour coller une affiche sur le mur du centre-ville, en plein plateau. Une seule phrase. La vérité existe. Tapez dossiersambenet.com. Dans les heures qui suivent, les réseaux sociaux s'enflamment. Les premiers articles apparaissent depuis Berlin, Tunis, Accra. Un fonctionnaire sénégalais met en ligne des documents classés secret défense. Une liste de disparus liés à l'État, les documents explosifs du dossier Samben. À Dakar, la presse reste prudente, silencieuse, mais les internautes, eux, partagent en masse. Le lien devient viral. Les captures tournent, les noms circulent, le mur du silence se fissure. Mais le prix est lourd. Le lendemain matin, une alerte info tombe. Moussa Khan, activiste informatique, porté disparu. Et une autre, Ousmane Samben, recherché pour haute trahison. Mais dans un cybercafé de Goudomp, un enfant lit le dossier sur son téléphone. Dans une école de Bignona, un professeur lit à ses élèves le témoignage de Fatou Ndao. À Rufisque, une femme reconnaît le nom de son frère, disparu en 1987. Ousmane regarde l'écran d'un téléphone jetable, depuis une cabane à Toubacouta. Il voit les partages, les messages, les visages. Il sourit. Il n'a pas fui. Il a semé. Toubacouta, lundi 4 novembre, 17h18. Cela fait 3 jours qu'Ousmane vit comme un fantôme. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de contact. Il écoute le monde à travers une radio cassée, une antenne bricolée avec du fil de pêche et un vieux ventilateur. Chaque soir, il note, il écoute les voix, les hésitations, les silences. Mais quelque chose change, lentement. Comme une brise avant la tempête. À la radio, les émissions appellent au calme. Mais dans les commentaires en ligne, le calme a disparu. On nous a menti. Mon père est dans cette liste et si notre histoire avait été volée. Le hashtag dossier Sambenet devient une bannière. Pas seulement pour les familles des disparus, mais pour tous ceux qui attendent la vérité depuis trop longtemps. À Dakar, la colère monte. Pas une colère bruyante. Pas encore. Mais une colère précise. Déterminée. Une marche silencieuse est organisée. Elle part de la place de l'Indépendance, se dirige vers le ministère de la Justice. Ils sont une centaine au départ, puis des centaines, puis des milliers. Aucune pancarte, aucune insulte. Juste un nom sur leurs vêtements. Ousmane S. Nous voulons savoir. Dans les hautes sphères, c'est la panique. Les ministres se renvoient la balle. Certains démissionnent en silence, d'autres se taisent espérant que la vague passe. Mais la vague, ne passe pas. Elle grossit. Et puis, une bombe médiatique explose. Une femme prend la parole en direct sur une chaîne internationale. Aïssatou Ndao, la sœur de Fatou. On ne l'avait plus vue depuis 2006. On la croyait exilée ou disparue. Elle apparaît, voilée, calme, mais ferme. Ma sœur a été tuée pour avoir dit la vérité. Aujourd'hui, un autre a risqué sa vie pour que vous sachiez. Le dossier est vrai, je l'ai vu. Et moi, je vais témoigner, devant les caméras, devant le monde. La parole est brisée, les langues se délient, un ancien policier parle, un ancien ministre prend la fuite, un juge est arrêté à Ziguinchor, et Ousmane, dans sa cabane,
écoute. Il ne sort pas. Pas encore, mais il pleure. En silence. Pas de tristesse, de soulagement. Le soir, un garçon du village vient lui apporter à manger. Il ne sait pas qui est Ousmane, juste un oncle passage. Mais ce jour-là, le garçon tend une photo déchirée. C'est un vieil article. On y voit une femme souriante en micro devant une caméra et le garçon dit « C'est elle, Fatou Ndao. C'était une guerrière, ma mère l'aimait trop. » Ousmane hoche la tête. Moi aussi. Dakar, 11 novembre 2013. Le vent est chaud, pas celui du désert, pas celui de la mer, celui qui souffle quand un pays retient son souffle. Depuis 7 jours, le nom d'Ousmane Sembène est sur toutes les lèvres. Pas comme un fugitif, pas comme un traître, mais comme un homme qui a osé dire non. Les marches se multiplient, les témoignages s'enchaînent, et un juge militaire annonce ce jour-là l'ouverture d'une enquête exceptionnelle. Un comité est créé, Commission Vérité et Mémoire, mais une vérité manque encore. Lui, à Toubacouta, Ousmane prépare son retour. Il sait que revenir, c'est se livrer. Mais il ne veut pas fuir toute sa vie. Il veut regarder le pays en face et regarder son père en face. Car ce qu'il ne t'a pas encore dit, Mustapha, c'est que le père d'Ousmane, Issa Sembène, est un ancien agent de la cellule DS, à la retraite depuis 20 ans. Et pendant toutes ces années, il s'est tu. Ousmane rentre discrètement à Dakar. Un ancien membre des Ndigel Diomaye l'escorte jusqu'à Tiaroye, là où vit son père. Il frappe, son père ouvre. Ils se regardent, longtemps, rien ne bouge. Le silence est lourd. Puis Issa dit « Je savais que tu finirais par trouver. » Il parle, des heures. Issa ne nie rien, il avoue, il dit que l'État lui avait tout donné, poste, respect, pouvoir, mais qu'un jour il avait compris, trop tard, et qu'il avait choisi le silence, par lâcheté. « Ton oncle, je n'ai pas pu le sauver et j'ai fermé les yeux. » Ousmane ne crie pas, il ne pleure pas, il écoute puis il se lève. Moi, je ne fermerai plus les miens. Le lendemain, il se rend volontairement au palais de justice. Entouré de journalistes, de familles de disparus, de curieux, il est calme, déterminé, il marche droit comme son oncle aurait marché. En entrant dans la salle, il voit des visages, des juges, des policiers, des anciens collègues, et au fond, Fatou Ndao. Elle le salue d'un signe de tête. Un signe de respect, un signe de promesse. Il témoigne, il dit tout. Les archives, le bunker, Fatou, Moussa, Benil, son père, sa peur, sa colère, et enfin son choix. Il finit par ces mots. « Je ne suis pas un héros, je suis juste un homme qui en a eu assez de mentir à ses enfants. » Un silence immense, puis des applaudissements, pas bruyants, pas festifs, profonds. Un mois plus tard, le gouvernement déclassifie plusieurs archives. L'État reconnaît des actes inqualifiables commis entre 1984 et 2002. Un fonds pour les familles de disparus est lancé. Et une loi est votée, loi Fatou Ndao, protégeant désormais tout lanceur d'alerte au Sénégal. Ousmane refuse toute décoration. Il s'installe dans un petit village de Casamance. Il ouvre une école. Il l'appelle « École de la mémoire ». Chaque matin, il écrit une phrase au tableau. « Ceux qu'on oublie reviennent ». Toujours. Et chaque soir, il allume une bougie. Pour Fatou, pour Moussa, pour Ibrahima, et pour tous ceux dont le nom a été effacé, mais pas la trace. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout, continuez l'aventure avec nous.